Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue Monsieur le député Cédric Villani et je vous salue tous, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Je ne pouvais pas ne pas venir, Monsieur le Président, pour bien des raisons. La première, c'est votre invitation de votre part, parce que vous avez une ouverture sur l'école, une volonté d'action qui, évidemment, me séduit beaucoup, et je suis certain que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Pour l'Institut de l'entreprise aussi, parce qu'il y a une vieille et excellente relation de fidélité entre les deux institutions, que sont l'Institut de l'entreprise et le ministère de l'Éducation nationale. Et dans les différentes responsabilités que j'ai exercées, j'ai toujours été sensible à cette relation, comme en 2011, par exemple, lorsque j'étais venu. Et c'est à plusieurs reprises que j'ai évidemment interagi avec vous, et avec grand plaisir, puisque je suis convaincu depuis toujours de l'importance de tout cela. Et puis, en plus, nous sommes à l'école polytechnique, et c'est l'occasion pour moi de saluer Jacques Biot, qui est un ami, et évidemment, cette institution est en soi emblématique des valeurs que nous voulons faire passer, qui sont les valeurs de la République. Et puis enfin, et ce n'est pas la plus petite raison, c'est aussi une façon de marquer un hommage et un respect pour tous les professeurs et tous les inspecteurs ici présents, puisque vous avez pris sur votre temps de vacances, vous avez adhéré à ce plan de formation, et ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est le signal de ces professeurs de France qui ont envie toujours de progresser, de transmettre leur savoir, d'aller aussi au plus près de ce qui se passe en matière de connaissances, de la part des acteurs, de la part des chercheurs. Et ça aussi, c'est à saluer, et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors, vous m'avez demandé de parler aujourd'hui non seulement de la relation école-entreprise telle que je pouvais l'avoir à l'orée de ce quinquennat, mais vous m'avez demandé aussi de parler de politique générale d'éducation. Donc mon propos sera nécessairement en entonnoir, d'une certaine façon. Je commencerai de façon générale et j'arriverai au point particulier, et j'essaierai de respecter la demi-heure que vous m'avez assignée. N'hésitez pas à me le dire. D'abord, je voudrais commencer en disant, dans ce lieu si emblématique, que, à mes yeux, la question majeure de notre époque, la question de notre temps, celle que nous avons tous à regarder en face, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique va être quand même un monde de plus en plus humain. C'est le défi que nous avons à relever. C'est un défi pour lequel il peut y avoir toutes sortes de réponses. Un défi qui n'est pas gagné d'avance, mais qui n'est pas perdu d'avance non plus. La question de la relation homme-machine va être décisive au XXIe siècle. Et d'une certaine façon, c'est d'abord à cela que nous formons nos élèves, directement et indirectement, parce qu'en leur transmettant des savoirs et en leur transmettant des valeurs, eh bien, nous contribuons évidemment au déploiement de ce nouveau monde, de ce monde où les opportunités n'ont jamais été si fortes, mais où les angoisses aussi sont nombreuses, liées à la mondialisation, liées à la technologie, liées aux réactions que suscitent ces évolutions, au fondamentalisme en particulier, à différentes formes d'obscurantisme anti-scientifique qui existent dans notre société. Tous ces éléments qui aujourd'hui sont de véritables défis pour l'humanité et donc des défis pour l'éducation. C'est dans ce registre-là que j'inscris notre action. C'est une action forcément de longue durée, parce que l'éducation est affaire de longue durée. C'est aussi pour cela que je rends toujours hommage aux professeurs, parce que les professeurs sont des agents de la longue durée dans un monde de la courte durée. Et il faut là aussi toujours saluer cette dimension, et on va avoir de plus en plus besoin justement de ce sens du temps dans une période caractérisée de plus en plus par l'immédiateté. On va avoir aussi besoin de transmission technique et technologique. Cela passe par l'excellence de la recherche, évidemment, mais ça passe aussi par la formation des professeurs, notre capacité à transmettre. Parce que quand on parle de transition technologique, ou quand on parle de révolution technologique, on pense tout de suite aux révolutions numériques, mais ce n'est pas les seules. Et c'est très difficile aujourd'hui d'être un pic de la mirandole de l'ensemble de ces sujets. En réalité, c'est impossible. Même quand on est médaille Fields, quelques petites choses peuvent nous échapper. Là, moins qu'aux autres, mais quand même. Eh bien, cette impossibilité pour chacune et chacun d'entre nous, en tant que professeur en particulier, ou en tant qu'acteur de l'éducation, de tout maîtriser, de tout savoir, de tout engranger ce qui se passe, nous oblige à un autre défi aussi, qui est le défi de l'intelligence collective, le défi d'être capable de raisonner à plusieurs, de travailler en équipe, d'avancer, que ce soit dans le domaine de la recherche, où l'intelligence collective est devenue mondiale, les chercheurs s'envoient des mails, consultent les mêmes sites, etc.
Et donc c'est pour ça aussi que ça va plus vite. L'intelligence collective, c'est au niveau de la recherche, mais c'est aussi au niveau de la transition, et puis c'est aussi au niveau des méthodes que vous transmettez à vos élèves. Nous sommes dans un pays qui n'a pas à rougir de ses performances scientifiques la plupart du temps, mais qui quand même cultive fortement l'individualisme. Or, cet individualisme est d'une certaine façon mortifère, aussi bien dans la vie scientifique que dans la vie professionnelle, et c'est très important aussi de transmettre cela. Donc nous allons dans un monde où l'intelligence collective est absolument indispensable, mais dans un monde où les révolutions scientifiques et technologiques sont multiples. Et je voudrais en citer quelques-unes que je prends en compte dans mon action. La première révolution à laquelle je fais le plus attention, c'est une révolution scientifique, en cours depuis maintenant un certain nombre d'années, mais qui va en se déployant, et c'est la révolution des sciences cognitives. Cette révolution des sciences cognitives, on ne saurait la sous-estimer. Nous savons aujourd'hui des choses sur le cerveau humain, sur les mécanismes d'apprentissage, que nous ne savions pas il y a 10 ans, ou que nous ne savions pas il y a 20 ans. Et nous saurons dans 10 ans, dans 20 ans, des choses que nous ne savons pas aujourd'hui, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Et donc ce serait incroyable que ceux qui ont en charge de l'éducation fassent comme si cela n'existe pas. Quand je dis cela, je reçois souvent en retour la suspicion d'avoir un discours scientiste, c'est-à-dire de trop se fier à une révolution en quelque sorte magique qui nous amènerait par des critères scientifiques totalement objectifs à penser l'apprentissage. Évidemment, je ne pense pas les choses de manière aussi caricaturale que ça. Il y a une révolution des sciences cognitives, mais ça n'empêche pas que la question de la transmission des savoirs et des valeurs restera encore un très grand défi humain. Et on est justement au cœur de cette relation homme-machine, de cette dimension de la relation de l'homme à la science qui est une des grandes questions, comme je le disais, de notre temps. Et donc, les sciences cognitives, non seulement ne sont pas une sorte de nouvelle vérité qui s'imposerait et qui écraserait tout le reste, mais c'est au contraire quelque chose qui vient informer tout le reste, qui vient enrichir tout le reste. Et c'est donc quelque chose que l'on doit regarder de très près. Parce qu'elle nous renseigne sur les mécanismes d'apprentissage, bien entendu, et puis parce qu'elle nous permettent de tester des choses, d'expérimenter des choses, ce que l'on doit toujours faire. Les exemples sont multiples, je ne les citerai pas pour ne pas être trop long, mais c'est évidemment très important. Cela nous renvoie aussi à la question de la formation des professeurs. Nous sommes en ce moment dans une logique de formation continue, et pour moi c'est très important qu'en formation initiale, on fasse de plus en plus place à une recherche de niveau mondial auquel dont nos futurs professeurs bénéficieraient en permanence, ce qui n'est pas parfaitement le cas aujourd'hui. Et puis c'est très important aussi que cette formation des professeurs soit faite par des gens comme vous, c'est-à-dire des praticiens, des professeurs qui sont en classe, et qui peuvent dédier une partie de leur temps à cette formation. Ce n'est pas non plus toujours comme cela que ça fonctionne aujourd'hui, or c'est indispensable. On a donc une révolution fondamentale qui est la révolution des sciences cognitives. On a aussi des révolutions de nature plus technologique. Et là, évidemment, effectivement, le spectre des révolutions, le spectre au sens, pas au sens fantasmatique du mot, mais au sens de l'éventail des choses, le spectre des révolutions numériques est considérable. Et moi, ce qui me frappe, c'est comment il arrive, et je parle devant des gens qui connaissent très bien le sujet, mais comment il arrive presque tous les 2 ans une nouvelle révolution à l'intérieur de cette révolution. Comme dirait Régis Debray, c'est révolution dans la révolution. Eh bien, et donc, quand on dit révolution numérique, on pense là aussi à beaucoup de choses, et trop souvent, on a une vision trop uniforme de cet ensemble. On pense à Internet, on pense aux écrans tout simplement, on pense aux aspects positifs et négatifs que cela comporte. Mais il y a toute une série d'autres dimensions de ces révolutions qui est importante. Par exemple, la révolution 3D, la révolution des réseaux sociaux qui doit être considérée comme telle, comme une révolution, et vous le vivez au quotidien avec vos élèves qui se sont métamorphosés sous l'effet de cette révolution, pour le meilleur et peut-être plus souvent pour le pire. Vous avez la révolution 3D qui est arrivée à Noël dernier, sous les sapins de Noël, sous la forme ludique, mais qui va avoir des effets considérables, y compris probablement sur le plan cognitif. Et puis, vous avez la révolution de l'intelligence artificielle qui est fondamentale, qui va se déployer de manière exceptionnelle au cours des prochains temps. Et vous voyez déjà, par exemple, les GAFA s'emparer de cela, avoir des projets extrêmement ambitieux en la matière. Et les responsables d'un système éducatif
ne peuvent pas faire comme si tout cela n'existait pas. Et puis il y a la robotique. Je le dis là encore dans un lieu très consacré à ces questions. La robotique est évidemment une révolution très importante. Dès maintenant, elle entre dans l'école. L'exemple qui m'a le plus frappé récemment, c'est l'usage de robots pour la sociabilité des enfants autistes qui permettent de faire des merveilles. Et nous le savons tous, donc, ces révolutions sont, comme la langue d'Ésope, le meilleur ou la pire des choses selon la façon dont on va les utiliser. Et donc le système éducatif doit avoir une réflexion permanente sur ce sujet, une véritable pensée sur ces sujets, une vision sur ces sujets et une pratique sur ces sujets. Le mot que j'utilise sur ce point, c'est le mot de discernement. Parce que je crois qu'il ne suffit pas de sauter sur sa chaise en disant innovation, innovation, ou en disant numérique, numérique, pour transformer l'école et la transformer en plus dans un sens positif. On peut être dans la superficialité, on peut être dans des choses contre-productives si on est dans cette attitude béate. Il ne faut surtout pas non plus, évidemment, dire tout ceci c'est le diable, c'est très risqué, dressons des barrières en haut de l'école de façon à ce que toutes ces horreurs ne pénètrent pas l'enceinte scolaire. Il y a une position équilibrée à avoir sur ces questions, d'ailleurs très différente selon les différents âges de la vie. Par exemple, j'ai acquis la conviction que dans les 6 premières années, non pas comme ça du haut de mon chapeau, mais en lisant certaines choses, que les 6 premières années de la vie peuvent être épargnées autant que possible par la civilisation des écrans, sauf pour des raisons particulières. Il y a des programmes qui sont très bien faits, par exemple pour l'apprentissage de la lecture, mais en tout cas, ça doit être fait avec beaucoup de discernement. Ensuite, progressivement, évidemment, on doit utiliser les technologies de plus en plus. Et on doit ensuite, à l'âge du collège et du lycée, évidemment, avoir une présence très forte des technologies numériques avec tout ce que cela comporte. Cette approche, qui évidemment est déjà en cours dans le système scolaire français comme dans d'autres systèmes, doit obéir à quelques principes. Le premier des principes, c'est un principe de connaissance. Il faut que les responsables du système, et vous êtes tous d'une façon ou d'une autre des responsables du système, aient une culture générale sur ces enjeux. Un deuxième grand principe, c'est un principe de maîtrise. Encore une fois, on ne doit pas subir, mais avoir une véritable stratégie sur ces questions-là. Et puis un troisième principe, c'est un principe prospectif. C'est comment on se projette dans le futur sur ces questions, comment est-ce qu'on peut dans le futur avoir une vision de l'utilité que tout cela peut avoir. Or, bien entendu, personne ne peut prédire le futur, mais on peut savoir déjà que, par exemple, un certain nombre de compétences sont à développer aujourd'hui parce qu'elles seront à l'intérieur d'un champ de compétences dont on aura besoin demain. En ce moment même, depuis plus d'1 an, se déploie ainsi une expérimentation qui s'appelle IFRAN. Elle a été initiée par Jean-Marc Monteil, que sans doute beaucoup connaissent ici, dans le cadre du Grand Emprunt. Et cette expérimentation permet de regarder dans 110 lycées professionnels comment déployer des compétences technologiques et des compétences numériques en particulier, nouvelles, dans le cadre des lycées professionnels. Et ceci, évidemment, doit montrer à la fois que les lycées professionnels, et j'y reviendrai, peuvent être à la pointe de la vie scolaire de notre pays, mais aussi de montrer que même si on ne peut pas prédire la moitié des métiers du futur, eh bien, on peut par contre déployer des compétences qui vont être à l'intérieur de ces métiers du futur. Par-dessus le marché, plus nous allons aller dans le sens du développement de ces compétences techniques, plus nous allons partager des connaissances sur ces questions, plus nous aurons besoin d'avoir ancré des valeurs chez nos élèves. Je pense que ce qu'on appelle désormais l'école du socle, c'est-à-dire l'école qui inclut l'école primaire et le collège, cette école du socle doit d'abord et avant tout être elle-même, c'est-à-dire être une école qui transmet des savoirs, qui transmet des valeurs, et si elle fait cela, elle doit le faire justement pour donner des racines, pour donner une colonne vertébrale à nos élèves dans ce monde technologique. Nous le savons tous, plus ce monde va être technologique, plus son degré d'humanité dépendra justement d'une culture générale, d'une capacité à penser le monde, d'une pensée critique, d'un esprit scientifique dont vous êtes les porteurs. Et nous le savons, j'ai commencé par le dire dès l'introduction, que nous sommes à cette fameuse ère de la post-vérité, à cette ère où, pour toute une série de raisons,
eh bien, l'esprit de recherche, l'esprit d'expérimentation, l'esprit de vérification sont malmenés par toute une série de phénomènes. Et c'est l'école qui est au premier rang pour voir cela. Donc tous ces éléments vont évidemment guider les politiques publiques que nous mènerons, souvent d'ailleurs dans la continuité de politiques qui ont pu être menées, parfois dans la pure innovation, d'autres fois dans l'inflexion, mais en tout état de cause, les politiques publiques qui seront menées seront faites pour outiller nos élèves, et donc pour outiller nos élèves, il faut vous outiller, vous, pour répondre à ces défis. Et évidemment, tout ceci a des conséquences sur les questions qui se posent dans un séminaire comme celui-ci, c'est-à-dire la question de la relation de l'école avec l'entreprise. Parce que ce que je viens de dire sur l'école, on pourrait le dire dans une certaine mesure sur l'entreprise. L'entreprise aussi se transforme considérablement en ce moment, sous l'effet notamment des révolutions numériques, mais pas seulement. C'est des révolutions économiques, des révolutions managériales, des révolutions technologiques. Ces révolutions, d'ailleurs, ont des impacts extrêmement intéressants. Sont en train de modifier les rapports entre les êtres humains en ce moment même, notamment éventuellement dans le sens de plus d'horizontalité, dans le sens d'une plus grande prise de responsabilité. Et évidemment, là aussi, l'école ne saurait négliger ces évolutions. La façon même de gérer un système scolaire doit évoluer dans les temps qui viennent, dans une logique qui est une logique, encore une fois, de prise de responsabilité, de confiance, qui est ce qui est à la base de ce que je vais faire. Alors ceci m'amène à la deuxième partie de mon propos, qui est que suis-je sur le point de faire avec toutes les équipes de l'éducation nationale pour le système scolaire, et ensuite en quoi ceci a une relation avec l'entreprise. On me montre une montre, alors il reste... Sur le premier point, à la lumière des points précédents. En ce moment même, ce qui est ma première priorité, c'est, je l'ai dit dans les médias, vous m'avez sans doute lu sur ce point, c'est évidemment l'école primaire. Et l'école primaire doit être la première des priorités pour les raisons que j'ai dites précédemment, c'est-à-dire que nous devons ancrer les savoirs fondamentaux chez les élèves. Je dis ceci devant une assemblée composée très majoritairement de professeurs du second degré, mais je sais très bien à quel point les professeurs de second degré ont comme premier intérêt que les élèves soient bien formés à l'école primaire. Si vous avez des élèves bien formés à l'école primaire, eh bien, ce sera au bénéfice des professeurs de collège et de lycée. Vous verrez arriver des enfants, des élèves, des adolescents avec des savoirs plus consolidés. Mon grand objectif, c'est déjà celui-là. Et à tous ceux qui me rétorquent que j'aurai une vision peut-être à l'ancienne des choses, puisque c'est le genre de réponse que je peux entendre, je réponds qu'il n'y a rien de plus moderne que cela, parce que, encore une fois, c'est cela qui permettra de mieux penser les grands défis du XXIe siècle. Et si on veut avoir des personnes, des citoyens et des professionnels bien formés, bien ouverts sur la vie, nous devons développer les savoirs fondamentaux, la culture générale. C'est pour ça que mon mantra, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Et quand on me dit oui, mais alors, et ceci, et cela, et qu'on me parle de 15 autres choses qui s'ajoutent à ça, je dis oui, bien sûr, évidemment, mais comment pouvez-vous accéder au reste si vous n'avez pas ces éléments-là? Pour moi, c'est une clé, et j'avance sur ces sujets-là de manière, j'espère, cohérente avec ce que je vous ai dit précédemment, notamment grâce à la recherche, et aussi à la comparaison internationale, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe de mieux au monde en la matière. Là aussi, notre système scolaire a besoin de se désengoncer. Nous sommes sans arrêt enfermés dans des débats franco-français sur nos sujets. On peut être fier de notre tradition scolaire et fier de ce que nous sommes. Ça n'interdit pas de regarder comment font les autres et comment ça marche chez les autres quand on a des systèmes scolaires qui réussissent. Et le principal ingrédient de réussite d'un système scolaire, je l'ai découvert finalement au bout d'un moment, c'est assez simple. C'est pas une technique, c'est pas un élément matériel, c'est tout simplement la confiance. Et c'est pourquoi l'expression que j'utilise le plus, le mot que j'utilise fondamentalement, celui qui rassemble tout ce que j'ai à dire sur l'école, c'est l'école de la confiance. Parce que nous sommes aujourd'hui en France dans une société qui est beaucoup trop une société de défiance. On se défie les uns des autres. Alors ça ne se voit pas dans un séminaire de 2 jours où justement il y a de la convivialité, mais notre société est devenue une société de défiance
et cette société n'a plus confiance en l'école. Il y a d'ailleurs malheureusement un sondage qui le montre tout récemment, et nous avons besoin de renouer avec la confiance, et l'école de la confiance doit être au service de la société de la confiance. Et c'est pourquoi que mon message vis-à-vis de tous les acteurs de l'éducation, à commencer par les professeurs, c'est un message de confiance, c'est-à-dire on a évidemment besoin d'une institution qui soutient ses professeurs, qui fait que les professeurs se sentent pas seuls, qu'on n'ait pas d'individualisme, qu'on n'ait pas de professeurs esselés, mais bien au contraire, des professeurs appuyés par l'institution pour créer, pour aller vers des réussites toujours plus fortes de nos élèves. C'est l'esprit dans lequel je ferai les choses. Toutes les mesures que nous avons prises sont dans ce sens de liberté, responsabilité, au service de la justice sociale, de l'égalité, au service d'une volonté de tirer vers le haut l'ensemble du système éducatif. C'est la division des classes de cours préparatoires par 2 en réseau d'éducation prioritaire renforcé qui se poursuivra l'an prochain pour aller à la racine des inégalités scolaires. Et la première des inégalités, c'est une inégalité devant le langage. C'est ce que nous sommes en train de faire au collège avec Devoir fait, qui est là aussi un appui aux élèves les plus en difficulté. C'est les inflexions que l'on a données à la réforme du collège pour garder ce qui, à mes yeux, est positif, c'est-à-dire les 20% d'autonomie qui vont dans le sens de la liberté et de la responsabilité, mais avec le rétablissement des classes bilingues, des classes des cours de langues anciennes, des sections européennes, qui sont des éléments de différenciation. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot, parce que c'est certainement pas l'uniformité qui va nous permettre d'aller vers plus d'égalité. Si c'était le cas, nous serions le pays le plus égalitaire du monde, ce que nous ne sommes pas. Nous avons donc besoin d'aller vers l'égalité par la liberté, autrement dit par l'initiative, par tout ce que vous pouvez faire les uns et les autres dans vos établissements pour créer, pour aller dans le sens du progrès, pour avoir des projets d'équipe. Et mon but, c'est d'avoir en France des collèges et des lycées qui ont des projets éducatifs avec une institution qui soutient ces projets éducatifs, des logiques d'inspection qui évoluent du tout au tout, avec notamment des inspections collectives qui aident à concevoir ces projets éducatifs, qui aident l'établissement à l'accomplir, et bien entendu en aidant encore plus les établissements les plus en difficulté dans les territoires les plus défavorisés. C'est à mes yeux une clé pour avancer, et c'est ce qui doit libérer les énergies du système, et je profite de cette occasion pour vous le dire, parce que c'est vous qui allez réaliser ça, c'est vous qui pouvez vous saisir de ça. Très souvent, l'image que la société française a, ou que les professeurs eux-mêmes ont de l'éducation nationale, de leur propre institution, c'est qu'elle empêche l'action, c'est qu'elle les gêne. C'est une vision un peu injuste, parce que c'est pas si exact que ça, mais c'est en partie vrai, en partie faux. Ça doit devenir complètement faux. Et on doit complètement métamorphoser de ce point de vue-là, à la fois la réalité et l'image de l'éducation nationale, pour libérer les énergies. Les forces, pour dire le contraire, ne manqueront pas. Non, d'ailleurs, elles se manifestent déjà. Néanmoins, si on veut réellement le bien des élèves, si on veut le progrès social, si on veut la véritable égalité, si on veut aussi le bonheur au travail, aussi bien des élèves que des professeurs, nous devrons aller par là. Et c'est aussi une des réponses au défi de notre temps, c'est-à-dire l'épanouissement de la personne humaine au travers de l'éducation, en prenant ses responsabilités, en ayant l'esprit de liberté et en ayant l'esprit de justice. C'est cela que je vais poursuivre, là encore, en équipe, au sens très large du terme, parce que c'est une équipe d'1 million de personnes, dont vous faites partie. Et donc je suis très dédié à ça et dirigé vers ça. Évidemment, ceci a un impact, et c'est mon troisième et dernier point, sur la question de la relation avec l'entreprise. Pour toutes les raisons que vous avez bien comprises en m'écoutant. D'abord, on doit affirmer l'école comme un lieu spécifique. L'école est l'école. L'école a sa logique. Et j'ai donné déjà certains des éléments de cette logique. C'est une logique de transmission des savoirs et des valeurs. Elle a donc sa temporalité particulière, si différente du reste du monde. Et elle a une mission à accomplir qui est différente de ce qui se passe ailleurs, qui est articulée avec ce qui se passe ailleurs, mais qui est différente de ce qui se passe ailleurs. Et ceci est très précieux, ça s'appelle l'école de la République, et on doit en être très fiers, et on doit approfondir cette dimension, parce que c'est justement précieux dans ce monde d'immédiateté. Vous savez, si on avait comme idée qu'il faut dissoudre l'école, et finalement qu'elle ressemble exactement à son environnement, qu'elle soit exactement comme le reste, eh bien on ne ferait strictement rien progresser, cela va de soi. C'est d'ailleurs une manière de répondre à
une opinion désormais largement répandue et à laquelle je ne crois pas du tout, qui consiste à dire, eh bien désormais, puisque tout est sur Internet, tout est sur Wikipédia, les professeurs ne servent à rien et tout va changer puisque le savoir est là. Et donc, vous voyez, c'est comme si j'avais dit, je vais faire cette conférence, et pour faire cette conférence, pas de problème, je vais regarder Wikipédia sur l'éducation 5 minutes avant de venir faire la conférence, et puis je vais dire ce que j'ai lu. Et bien entendu, vous savez que ça marche comme ça, bien sûr, hein, c'est évident. Eh bien, le pontosane de la remise en cause de l'éducation humaniste classique, qu'est cet argument, doit évidemment être combattu, parce que plus on est dans un monde technologique, plus on a besoin de professeurs porteurs de savoir et de valeurs, et qui les transmettent et qui les font vivre, chacune et chacun à sa façon, de façon justement non uniforme, bien entendu, même s'il y a évidemment des points communs nationaux, des points de repère communs qui sont aussi bien en termes de connaissances que de valeurs, ce qui fait l'unité de notre système. Cette réalité, cette nécessité d'une école de la République qui développe sa propre logique, eh bien c'est ce qui lui permet justement de s'articuler avec le reste du monde. Et d'une certaine façon, les professeurs sont évidemment des traducteurs, les professeurs sont des ambassadeurs, les professeurs sont des passeurs dans une telle approche. Vous êtes ceux qui, sans arrêt, font l'interface entre le monde et l'école. Et dans les disciplines qui sont les vôtres, même si elles sont diverses, puisque vous êtes en sciences économiques et sociales, en gestion, en économie et gestion, et en histoire-géographie, sauf erreur. J'espère que je n'oublie pas une discipline qui serait présente. Si? Oui. Eh bien, avec ces 3 angles différents, vous êtes des passeurs. Et vous êtes des passeurs avec les réalités de l'économie et de la société qui est autour de nous. Et les entreprises, eh bien, c'est une composante fondamentale de l'économie et de la société qui sont autour de nous. Et alors, ce rôle, évidemment, de la relation avec l'entreprise, il est très différent selon les âges dont nous parlons, évidemment, et selon les domaines dont nous parlons. Je crois que c'est très important, d'abord, d'avoir une vision totalement apaisée de cette question. Et c'est un problème, d'ailleurs, qui ne se pose pas spécialement dans d'autres pays. Apaisée parce que, encore une fois, on doit définir une sphère propre à l'école, ça ne doit même pas faire de question. Et de ce point de vue-là, donc, on ne doit se sentir menacé par rien. Mais symétriquement, on doit évidemment considérer qu'il est normal d'avoir une relation avec son environnement économique, et ceci est évidemment logique, ne serait-ce que d'un point de vue territorial. Je rappelle par exemple que désormais, c'est les régions que l'on doit considérer comme les entités politiques clés en matière de développement économique, et qu'il est donc normal d'avoir une approche territoriale à l'échelle de la région de ce qui se passe économiquement autour de soi. Cette économie, elle a un impact sur nos élèves, c'est aussi la vie de nos élèves, on ne saurait l'ignorer. Et donc, ce n'est pas seulement les professeurs en charge d'enseigner l'économie qui sont concernés, c'est l'ensemble du corps éducatif qui est concerné par cette vie économique qui est autour et qu'il faut bien faire connaître. Et puis l'économie, c'est toute une dimension de la vie. Et donc, c'est aussi des expériences que les élèves doivent vivre. C'est pour ça que d'ailleurs, des premières relations avec l'économie que les élèves peuvent avoir, c'est les petits stages en entreprise qui se passent notamment en classe de 3e, sur lesquels on peut faire encore des progrès, mais c'est quand même une bonne coutume qui s'est installée dans le paysage français depuis quelques années et qui porte ses fruits. Mais c'est un sujet sur lequel on doit progresser parce que, par exemple, tous les élèves n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'aller dans des endroits intéressants dans ces moments-là. Mais l'économie, évidemment, elle apparaît aussi au travers d'une culture économique. C'est là aussi un point très important. Vous savez que toutes les enquêtes nous montrent à quel point on a des progrès à faire quant à la culture économique des Français et que ceci prend sa source dans l'école et que quand on se compare avec d'autres pays du monde, eh bien c'est un problème, à la fois pour la vie des gens. Et d'ailleurs, quand je dis lire, écrire, compter, entre parenthèses, quand plus de 20% des élèves ne savent pas vraiment bien compter, et qu'en réalité, plus que ça encore, on a des problèmes de calcul mental et de calcul courant dans la vie courante, c'est évidemment un handicap décisif dans la vie économique et sociale de chacun. Mais au-delà du calcul, bien entendu, les règles fondamentales de la vie économique doivent être comprises et connues de tous les élèves, et ceci, évidemment, dépasse les seules disciplines économiques et concerne, vous le démontrez bien, par exemple, l'histoire et géographie. Cette dimension donc de culture économique à cette dimension de culture économique vient s'ajouter la dimension d'orientation. Nous devons faire progresser
considérablement le sujet de l'orientation en France. Ce sera dans mes très grandes priorités. L'orientation est conçue de façon magique dans le système français aujourd'hui, c'est-à-dire il y aurait un instant T où une personne dédiée va nous transmettre la bonne idée, et puis ensuite il y aura un autre instant T où on serait affecté de façon réussie dans l'endroit correspondant. Et bien entendu, la vie ne marche pas comme cela, et ça aboutit à ce qui est désormais apparu comme une forme de scandale national, c'est-à-dire le tirage au sort dans les universités. Et cette espèce de grand système aléatoire dans lequel nous nous trouvons désormais, et qui va évidemment changer. Ma collègue Frédérique Vidal est en train d'y travailler, mais je travaille avec elle. C'est aussi pour cela qu'il y aura une réforme du baccalauréat, mais il y aura aussi une évolution de l'orientation. Et cette évolution de l'orientation, elle suppose une participation de nous tous, derrière les professionnels de l'orientation, avec les professionnels de l'orientation, et une capacité aussi à parler de l'entreprise aux élèves, et donc à faire venir des entrepreneurs, à faire venir des membres d'entreprise dans les établissements pour tout simplement qu'ils parlent de leur métier. Évidemment, ce que je dis, ça existe déjà. Simplement, on peut changer d'échelle, on peut aussi beaucoup mieux penser tout cela, on peut dédier du temps dans les établissements à ces questions. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans certains établissements, pas dans d'autres. Comment réussissons-nous à offrir cela à tous les élèves, et tout particulièrement ceux qui n'ont pas par leur famille la possibilité d'avoir des réseaux leur permettant de connaître ces réalités? C'est évidemment un grand enjeu de réussite de nos élèves. Il y a aussi le sujet de l'enseignement professionnel, évidemment. L'enseignement professionnel est fait pour insérer professionnellement des élèves dans les entreprises. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est depuis la création du bac professionnel, et je parlais de ça avec Jean-Pierre Chevènement ce matin, qui a eu un rôle évidemment décisif dans cette évolution. L'enseignement professionnel est évidemment fait pour cela. Et s'il est fait pour cela, c'est dans un lien étroit avec l'entreprise. Et donc dans la relation école-entreprise, on doit évidemment tenir compte de ce que les entreprises nous disent sur l'enseignement professionnel. Les entreprises doivent tenir compte aussi de ce que nous pensons au titre de l'enseignement professionnel. Mais ce qui est important, c'est que nous donnions à nos élèves les compétences qui leur permettent tout simplement de s'insérer professionnellement ensuite. Or, ceci rejoint ce que je disais en commençant, nous sommes dans un monde en totale mutation. Ce sont les entreprises qui sont en situation de veille et de compréhension de ces futures compétences nécessaires. Il est donc normal de parler avec eux. Sur ce sujet aussi, nous ne partons pas de zéro, évidemment. Il se passe des choses. Les compétences dans l'enseignement professionnel sont envisagées avec les représentants des corps professionnels. Mais c'est insuffisant. Et cela doit évoluer dans les temps à venir. Par exemple, le CAP doit certainement être réformé dans les temps à venir pour plus mener à l'emploi ceux qui en bénéficient. Et puis dans le futur, il faut aussi que notre lycée général et technologique, évidemment, ait ce sens de la relation avec l'entreprise. Et c'est vrai que celles et ceux d'entre vous qui ont comme discipline l'économie et les sciences sociales, eh bien, sont non pas les seuls, mais sont ceux qui sont à la pointe de cette relation. Parce que, tout simplement, vous connaissez ces réalités, c'est votre domaine, et si on parle d'économie, et même de société d'ailleurs, il faut bien comprendre les grandes questions de l'économie et de la gestion, il faut bien les transmettre aux élèves, et il est tout à fait normal que nous valorisions ces disciplines dans les temps à venir. Je vous parlais de réforme du baccalauréat. Cette réforme, les grandes lignes en ont été dites par le président de la République au cours de la campagne présidentielle. C'est le fait d'avoir 4 disciplines et d'avoir que l'on passe en contrôle terminal et puis le reste en contrôle continu. Mais tout reste à préciser en la matière. Il va y avoir une grande concertation d'octobre jusqu'au début de l'année 2018 et vous êtes invités à faire vos propositions, à donner des idées pour aller dans le sens de ce qui vous paraît juste, de ce qui vous paraît utile pour les élèves dans le domaine dont nous parlons aujourd'hui. Donc il y aura des évolutions, vous le voyez, il y aura une dynamique. Cette dynamique, elle doit toujours viser d'abord et avant tout l'intérêt de nos élèves. Et l'intérêt de nos élèves passe par le fait de les avoir bien formés, de bien les installer sur leurs 2 pieds avec des savoirs et des valeurs. Et à partir de ces savoirs et de ces valeurs, développer des compétences qui vont leur permettre, dans la vie, eh bien, d'être des personnes, des citoyens et des professionnels ouverts sur le monde. Voilà la visée que je propose aujourd'hui. Voilà ce qui va inspirer des politiques publiques. Voilà ce qui va aussi
conduire à travailler très collectivement. J'ai parlé d'intelligence collective, j'ai parlé aussi d'évolution dans notre manière de concevoir l'organisation du système. Comme vous le voyez, tout ceci forme un tout cohérent. Je l'espère en tout cas, vous me le direz. Et ce tout cohérent est fait dans la lignée de cet optimisme français auquel j'essaye de contribuer avec d'autres depuis que quelqu'un s'est fait élire sur cette base-là, sur cette base de l'idée que la France a quelque chose à dire dans le monde d'aujourd'hui et que la France a des atouts fantastiques. Eh bien, en me mettant dans cette équipe, en acceptant cette vision, j'en propose une conjugaison pour l'éducation dont vous faites aussi partie. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment applaudir et vous remercier, Monsieur le Ministre. Je vais à présent prendre le relais et vous inviter à suivre peut-être... Alors, est-ce qu'on fait une série de questions ? Oui. On a du temps. Vous avez gagné du temps. On a du temps pour des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. S'il était prévu qu'on ait quelques questions et un échange, si cela vous convient, je vais prendre une double casquette qui est celle de professeur de sciences économiques et sociales et de directrice du programme enseignant-entreprise. Et je vous propose 2 questions que je vous livre en une seule fois. Vous l'avez dit, le bien fondé du rapprochement enseignant-entreprise est reconnu de tous, mais comment passer à la vitesse supérieure et permettre à davantage d'enseignants d'y participer. Et l'autre question que je vous propose, c'est dans ce programme des entretiens qui anime ces 2 jours, qu'aimeriez-vous voir proposer pour la session de 2018 ? Merci beaucoup. Sur le premier point, je pense que c'est justement intéressant de vous écouter les uns et les autres sur les propositions que vous faites. Bon, pour ma part, je suis convaincu de l'importance de pousser ce sujet en formation initiale et en formation continue. C'est ce que vous faites déjà, mais pour la formation initiale, on pourrait aller, je pense, bien plus loin. Et puis, je pense que il y a tout le sujet aussi des expériences vécues par les professeurs. On doit pouvoir offrir des possibilités, ça existe, bien sûr, mais on peut faire plus dans la possibilité à un niveau national, européen et international, mais tout particulièrement à un niveau européen, de faire vivre des expériences en entreprise aux professeurs pour enrichir leur connaissance de cette question. Je pense qu'on doit prendre des initiatives dans ce sens dans les temps à venir. Lorsqu'on a eu le sommet franco-allemand le 13 juillet dernier avec la chancelière et toute son équipe gouvernementale, on a parlé de ce genre de questions, c'est-à-dire avoir une vision partagée de l'enseignement professionnel, mais aussi de ce que pourrait être une vision de l'économie dans le système éducatif. C'est un exemple, l'Allemagne, mais ça peut être vrai évidemment avec d'autres pays, notamment là où il y a des langues maîtrisées par nos professeurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut rechercher. L'expérience en entreprise concrète, les stages, c'est d'ailleurs, ça va de pair avec une vision un petit peu renouvelée de la carrière, tout simplement, des temps qu'on peut passer, des temps de respiration qu'on peut avoir dans une carrière. Sur le deuxième sujet, je vais peut-être être tout à fait prévisible en vous disant qu'après tout, ce que j'ai dit en commençant peut être un sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être un monde plus humain. C'est à mon avis une question essentielle. Si en 2 jours vous arrivez à y répondre, c'est formidable. Et surtout, ça crée une problématique autour des révolutions technologiques de notre époque qui me paraît fructueuse. Merci beaucoup. Bonjour, Laurence Gambatti, professeure de SES à Strasbourg. Et la question que je me pose beaucoup, moi, c'est comment valoriser des filières qui ne sont pas les filières S et quelles politiques concrètes on peut mettre en œuvre. Je pense que la réforme du baccalauréat va être l'occasion de répondre à votre question. C'est typiquement quelque chose sur quoi je ne me prononce pas de manière précise, puisque justement, on va commencer une concertation qui va poser ce genre de questions. Il faut qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui ressort de l'intelligence collective. Mais en tout cas, à partir du moment où on a un baccalauréat avec 4 disciplines, on peut imaginer en effet des formules qui créent beaucoup plus finalement d'horizontalité, beaucoup plus d'abord de capacité à approfondir des domaines. Avec Cédric Villani, on parle souvent des mathématiques et de comment faire pour monter d'un cran encore le niveau mathématique à l'échelle du lycée, mais ça prend aussi ses racines avant. Mais là, je prends l'exemple des mathématiques, ça peut être vrai d'autres disciplines. Comment on remuscle
certaines disciplines et que ça ne passe pas nécessairement par la notion de filière. Mais ça, c'est la discussion qui doit le montrer. Et encore une fois, vous allez tous et toutes être invités à participer à cette réflexion. Une nouvelle question. Oui, Dorothée Sauret, je suis rue de Grenelle, un peu au 118, pas très loin de chez vous. Vous insistez sur un nouveau chantier passionnant, la relation de l'élève au temps et à l'espace au XXIe siècle. Vous avez présenté ça sur BFM TV. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce champ d'exploration? Comment vous voyez les équipes travailler là-dessus? Vous insistez aussi beaucoup sur la formation artistique. Est-ce que vous voyez ces compétences artistiques dans le domaine de la préparation au métier de demain, ou plutôt dans le sens de la formation vraiment de la personne à travers les valeurs que vous évoquez également? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Sur le premier point, donc on évoque, je pars dans une frénésie de concertation, mais c'est vrai que c'est une autre concertation qui va s'ouvrir. Elles sont évidemment cohérentes les unes avec les autres, mais nous allons, en lien avec le Conseil économique et social et environnemental, avoir tout au long de l'année 17-18 une concertation sur le temps et l'espace de l'enfant au XXIe siècle. On me pose souvent beaucoup de questions sur les rythmes, évidemment, sur les rythmes scolaires ou sur d'autres sujets comme les vacances et autres. Et ma réaction est de considérer que tout ceci doit être vu dans un ensemble global, assez complexe, mais pour lequel on doit avoir cette vision globale de l'élève. La question du sommeil, la question de la relation avec les écrans, la question toutes les grandes questions de vie quotidienne liées à des dimensions très pratiques, liées à l'espace en particulier, et puis plus immatérielles liées au temps, sont des questions que nous devons voir dans une sorte de grand tout. Et donc ça, ce sera une concertation 17-18 qui devra donner des effets sur bien des sujets. Par exemple, on travaillera avec les collectivités locales pour tout ce qui relève de leurs compétences et qui les concerne beaucoup sur cette question. Mais c'est éminemment un sujet pour les professeurs. C'est vous qui voyez nos élèves changer, c'est vous qui voyez les problèmes de société avoir un impact sur la façon d'être de vos élèves, c'est vous qui voyez les effets de levier de certaines dimensions et les effets d'empêchement d'autres dimensions de leur vie sur l'acquisition des savoirs. Et c'est cela que l'on doit regarder grâce à cette grande concertation. Sur le deuxième point, c'était l'éducation artistique et culturelle. C'est au titre de ce que je vous ai dit sur la transmission des savoirs et des valeurs. Je dis l'école est sur ses deux pieds. Je dis transmission des savoirs et des valeurs, mais je pourrais parler de deux autres pieds, c'est l'intelligence et la sensibilité, même si c'est une dichotomie trop schématique. Mais la question du déploiement de la sensibilité, notamment lors des premiers âges de la vie, est absolument fondamentale. C'est un discours humaniste, mais c'est aussi un discours alimenté aux sciences cognitives. Nous devons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire la rentrée en musique lundi prochain, pour donner un signal. On est dans une logique très volontariste avec la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, pour ce déploiement de l'éducation artistique et culturelle. Et donc, c'est à ce titre-là, ce titre du développement de la personne, que je le pousse beaucoup. Nous avons encore deux questions. Bonjour, Florence Solamier, professeure de sciences économiques et sociales. Doit-on redouter dans votre futur projet, le bac, un éclatement de notre discipline entre des modules d'économie et des modules de sociologie? Merci. En tout cas, je n'ai pas ça à l'esprit. Je n'ai pas du tout ça à l'esprit. La concertation est ouverte, on discutera, tout doit pouvoir être discuté, mais je n'ai pas spécifiquement ça à l'esprit. Une autre question. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Hervé Kardec, IEP d'économie et gestion, et membre du CNIRE. Et je m'interrogeais sur ce que vous envisagiez pour relancer l'innovation et l'expérimentation dans le système éducatif. Alors c'est un vaste sujet aussi. D'abord, l'innovation, c'est un état d'esprit. Le simple fait, en tant que ministre, de l'afficher a de l'importance. Je l'espère. C'est ce message de confiance, de créativité que je passe au corps professoral en particulier, est fait pour évidemment susciter l'innovation. Ensuite, ça s'organise. Lorsque j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, on a créé un département qui existe toujours, qui a prospéré, qui se développe bien, qui s'appelle le département de l'innovation et de l'expérimentation, qui non seulement recense les innovations, mais aussi les suscite et les expérimentations à différentes échelles. Donc il y a beaucoup de choses différentes au travers de l'innovation et de l'expérimentation, mais on doit d'abord favoriser
les projets, même petits, même modestes, à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'une classe. On doit aussi le proposer à des échelles plus vastes, en réseau, avec des dispositifs d'évaluation correspondants pour pouvoir ensuite voir si on peut aller à des échelles encore plus larges. C'est pourquoi ce qui va beaucoup stimuler l'innovation et l'expérimentation dans les temps à venir, c'est cette vision des différentes échelles de l'innovation et de l'expérimentation. Ce sera à l'échelle de l'établissement, parfois ce sera à l'échelle d'une ville, ça peut être à l'échelle d'un département, ça peut être à l'échelle d'une région, ça peut être à l'échelle de notre pays. Parfois ce sera peut-être même à l'échelle de l'Europe, parce qu'on pourra commencer des innovations entre 2, 3 ou 4 pays européens dans un domaine donné. Donc cette conception de l'espace de l'innovation, enfin des échelles de l'innovation, est à mes yeux très importante. Mais le point le plus important, encore une fois, c'est l'encouragement des équipes à aller dans ce sens. Alors, encore une fois, c'est pas l'innovation pour l'innovation, hein. Je saute pas sur ma chaise en disant innovation, innovation, comme je le disais tout à l'heure. Mais par contre, je pense que on doit favoriser l'initiative et encore une fois l'esprit scientifique au sens large, c'est-à-dire celui qui consiste à expérimenter, celui qui consiste aussi à procéder par des essais et donc par des évaluations. Un grand merci et des applaudissements chaleureux. Merci Monsieur le Ministre. Un grand merci. Je vais vous inviter à suivre. Voilà, donc on peut encore applaudir plus. Voilà. Merci et surtout je vous souhaite d'abord une très bonne fin de session et surtout une très bonne rentrée scolaire. Je penserai à vous le 4 septembre et même avant vendredi. Au revoir. Merci.